Je tiens à préciser que je ne parle pas ici en mon nom propre, mais au nom du syndicat des immenses dont je suis le secrétaire. Je commencerai par une citation d'Albert Camus. Mal nommer les choses et participer à la misère du monde. Et donc, il faut commencer, à mon sens, par bien nommer les choses et oublier le mot de sans-abri. On vous a bassiné aujourd'hui avec le concept de sans-abrisme. Ce n'est pas correct parce que quand on vise sans-abri, on parle des personnes qui sont effectivement à la gare du Midi sur un carton et qui sont strictement sans abri, mais on parle aussi des personnes qui sont dans des hébergements d'urgence, dans des maisons d'accueil, dans des squats, dans des occupations, dans des hôtels ou sur le sofa d'un ami proche ou d'un parent. Bref, le point commun entre toutes ces personnes, ce n'est pas qu'elles sont sans abri, mais c'est qu'elles sont sans chez soi. Et ça change tout. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de parler de sans-abrisme. Appelons les choses par leur nom. Il faut lutter et éradiquer le sans-chez-soi-risme. Il suffit de le dire 3 fois et ça entre dans la tête. Il faut bien nommer les choses. Donc, nous sommes ici pour lutter contre le sans-chez-soi-risme et il faut bien nommer les gens, à commencer par les nommer en rappelant que ce sont des personnes et donc oublier de parler de SDF précaires, sans logis, mal logés, etc. Tous sans papier, ce sont des dénominations négatives et personne n'aime identifier et stigmatiser de manière négative. Il y a une manière de s'en sortir, c'est très simple, ce sont des personnes sans chez soi, je l'ai dit, ou bien on passe à la vitesse supérieure et on les appelle les immenses, comme je vous invite à le faire. Immense, c'est l'acronyme de individu dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence. Je suis le secrétaire du syndicat des immenses. Nous avons certains points à vous faire comprendre. D'abord que le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité, n'est pas une triste fatalité que l'on doit rendre la moins inhumaine possible. C'est une décision politique, un choix de société auquel il faut bien sûr s'opposer. Si on n'a pas compris que c'est un choix et une décision, mais une fatalité, si on croit que c'est une fatalité, on prend tout par le mauvais point. C'est-à-dire qu'on se pose d'abord la question de ce qu'on appelle l'urgence, très mal nommée, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont malheureusement sans chez soi, au lieu de ce qu'il faut bien sûr faire, au lieu de faire aussi et de manière beaucoup plus massive une politique de prévention du sans-abrisme. C'est-à-dire tout faire, et je n'ai pas le temps ici de préciser en quoi c'est très loin d'être le cas, faire tout pour que les personnes qui sont sur le point de tomber à la rue ne tombent pas à la rue. Il y a un immense travail qui doit être fait. En même temps, il faut tout faire pour lutter contre le manque insupportable de logements à loyer abordable à Bruxelles. C'est véritablement une défaillance, une faillite de l'État fédéral et ensuite de la région bruxelloise. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tout à fait à même d'intégrer un logement à tous les niveaux, mais elles sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque cruel par dysfonctionnement, par indifférence, par négligence. Et bien sûr, on pense ici aux logements sociaux, mais pas qu'à eux seuls. La situation est juste criminelle. Ensuite, il faut bien comprendre que éradiquer le sans-chez-soirisme, ce n'est pas un vœu pieux, c'est aussi une possibilité économique et qu'à long terme, c'est rentable. Si la Finlande est le pays pionnier pour éradiquer le sans-chez-soirisme, c'est qu'ils n'ont pas, c'est pas que des bonnes âmes charitables, c'est aussi des gens qui savent compter et que entretenir dans une condition inhumaine de survie des milliers de personnes, ça coûte un fric de dingue. C'est en plus un crime contre l'humanité, c'est en plus enfoncer les gens dans une vie indigne pour des dizaines d'années, voire détruire des vies entières, voire atteindre leur espérance de vie, mais en plus, c'est économiquement pas du tout intelligent. Puisqu'on parle d'argent, il faut dire ce qu'il est. L'argent n'est pas une contrainte en Belgique. La région Bruxelles-Capitale est la 3e région la plus riche d'Europe, après Londres et Luxembourg. Donc arrêtons de dire qu'on n'a pas d'argent. Le Covid a démontré que tout d'un coup, quand il faut, l'argent est là. Donc l'argent, il est là, c'est une décision politique. Et quand on voit l'énormité, les centaines de milliards de fraude fiscale avérée, alors que le nombre d'inspecteurs pour la fraude fiscale diminue, donc le problème de l'argent, il faut l'éradiquer. Ce n'est pas digne de dire que ça coûterait trop d'argent.
En plus, avant-dernier point que je veux soulever, la problématique du mal logement et du non-logement soulève inévitablement des questions qui touchent au respect des personnes, à la dignité des personnes, à la justice, à l'équité, ou pour dire les choses autrement, à l'infantilisation de ces personnes, à leur animalisation. Animaliser, ça veut dire réduire quelqu'un à ses stricts besoins les plus élémentaires. Or, ce qui fait la qualité de nos vies, ce n'est pas les besoins élémentaires, c'est nos désirs les plus fous. Un mot à retenir, la nécropolitique. Est-ce que nous ne serions pas dans une nécropolitique, nécro, donc la nécrose, donc la mort, la nécropolitique, ce n'est pas le syndicat qui a inventé le concept, c'est des philosophes à la pointe. La nécropolitique, c'est quoi? C'est pas tuer les gens. Non, 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 on n'est pas là. C'est rendre la vie invivable. C'est installer ou enfoncer, sciemment ou pas, mais dans les faits, c'est ça, pour l'écrasante majorité, enfoncer des gens dans la survie. Et donc, lorsqu'on invoque l'article 23 de la Constitution belge, à savoir le droit à la dignité et notamment au logement, il y a certains dont nous sommes qui disent non, il faut aller plus loin et reconnaître que le sans-chez-soirisme est peut-être, et on est nombreux à le penser, tout simplement un crime contre l'humanité, comme l'esclavage l'a été il y a un certain nombre de siècles, pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, ça nous paraît aberrant. En fait, le sans-chez-soirisme est de ce même niveau. Ce sont des vies brisées. Il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de vie B non plus. Enfin, je voudrais insister sur un point qui est mal connu du grand public. C'est qu'en région Bruxelles-Capitale, ce sera mon dernier point, il y a une aberration institutionnelle grave et très symptomatique de l'état d'esprit. À savoir que si vous avez un problème de logement, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, vous n'êtes pas prié d'aller à la secrétaire d'État au logement. Elle vous dira, allez chez mon collègue de social et santé. On en est là. Si vous avez un problème de logement, on ne vous dit pas d'aller au logement, on vous dit d'aller au social santé. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne va jamais attaquer le problème de fond, on ne va jamais dire que votre problème de logement, vous êtes sans logement, c'est parce qu'il y a un problème de logement. Non, non, non. On va vous aider et soit dire vous êtes sans logement parce que vous avez un problème social ou de santé, ou bien être sans logement provoque un problème social ou de santé. Mais jamais on va attaquer ce manque de logement, point, comme un manque de logement. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette aberration institutionnelle à laquelle il faut mettre fin? C'est derrière, il y a cette chose la plus compliquée à faire passer, à faire comprendre que le sans-chez-soirisme, le sans-abrisme mal nommé, n'est pas une fatalité. Puisque si on pense que c'est comme ça, effectivement, on va prendre les mauvaises mesures. Voilà, merci beaucoup, monsieur Durcel, pour ces mots pleins d'énergie pour le syndicat des immenses. Donc on le rappelle. La question, c'est est-ce qu'il y a un pays ou une région qui a déjà, je vais dire, nommé ou décidé que le droit au logement, c'est un droit universel. Donc, c'est une excellente question et c'est un énorme débat. J'ai invoqué l'article 23 de la Constitution en Belgique. C'est en fait un débat politique et un rapport de force. Il y a des juristes qui disent le droit au logement, c'est un vœu pieux, c'est un horizon, c'est un objectif. L'État n'est pas obligé, n'est pas dans une obligation de résultat, mais de moyens. L'État doit pouvoir montrer qu'il a fait le maximum pour résoudre ce problème. Mais il y a d'autres juristes qui disent non, on peut décider de prendre les articles de la Constitution très au sérieux, et c'est ça l'inventivité des juges, et c'est ça, s'ils sont portés par le grand public, c'est-à-dire par vous tous, et si les juges commencent à comprendre qu'en fait, on ne commence à ne plus supporter qu'il y ait des personnes qui aient une vie détruite faute d'un logement, tout d'un coup, on peut, ça c'est déjà vu, invoquer l'article 23 et dire en fait, OK, il n'est pas contraignant, mais sur cette base, moi, juge, je décide que. Mais ça, c'est un rapport de force qui doit s'établir.
est-ce qu'il y a des pays ou des lieux où ils ont déjà allé là, ils ont déjà fait, où il y a un droit à ma connaissance, universel? non, mais il y a des pays. J'ai nommé la Finlande, mais il y a d'autres villes aussi en Europe qui ont résolument pris le chemin d'une éradication du sans-chez-soirisme comme objectif de politique et qui s'en donnent les moyens. Le gouvernement actuel bruxellois l'a mis dans son programme, mais c'est clair qu'avec les moyens dont il dispose, qui ont augmenté de manière significative, on n'y est pas encore. Parce que le manque de logements à loyer abordable, vous pouvez multiplier par 10 les subsides de toutes les associations qui s'occupent des immenses, donc des personnes sans chez soi. Vous pouvez multiplier toutes ces associations par 100. Si derrière, in fine, il y a toujours trop peu de logements à loyer abordable, on va rester bloqué. Donc, merci pour votre exposé qui est très intéressant. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur ce qui, selon vous, on devrait faire plus à Bruxelles par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait faire moins? Donc, j'ai compris, il faudrait plus de logements. Vous avez dit il faut moins mettre sur l'urgence. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus les politiques qui devraient, selon vous, être moins menées? Est-ce qu'on devrait plus faire? Donc, je ne vais pas tomber dans le piège de votre question parce que tout est important et que si on dit qu'il faut moins faire pour l'urgence, l'urgence, c'est ce très mauvais mot. Pourquoi c'est un mauvais mot, l'urgence? Parce qu'on a l'impression que quand on a fait l'urgent, on a fait l'essentiel. Or, l'urgence, c'est empêcher que les gens meurent. Okay? C'est organiser leur survie. Mais bref, ça s'appelle l'urgence. Si on dit qu'il faut moins faire d'urgence, ça aura un impact sur la vie des gens qui sont aujourd'hui sans chez soi. Donc, c'est très difficile de dire qu'il faut moins faire d'urgence. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut garder un gros paquet pour l'urgence parce qu'il y a encore plus de 5313 personnes à Bruxelles sans chez soi. Mais il faut mettre le paquet et ça va coûter beaucoup d'argent au début pour augmenter le nombre de logements à loyer abordable et prévenir le sans-abrisme. C'est-à-dire, il y a une quinzaine de raisons que les spécialistes connaissent bien, de raisons pour lesquelles on tombe à la rue. C'est toujours des raisons très basiques. Un accident, enfin bref, il ne faut pas faire la liste. Mais il y a des personnes qui peuvent identifier, cette personne, je prends un exemple très simple que tout le monde peut comprendre, cette personne est en prison, elle n'a plus reçu de visite depuis 3 ans. L'assistance sociale de la prison sait qu'une semaine après sa libération, cette personne sera à la rue. Oui. Mais simplement, nous n'avons pas de l'information directement. La personne qui risque, il faudrait un numéro vert, il faudrait un hotline, je crois que je vais tomber à la rue. Et d'avoir toutes les informations, tout ce qui est possible de faire. Et je voudrais dire une dernière chose. Oui. Toute dernière chose. Qui est extrêmement importante par rapport au coût. Pourquoi vous et moi, nous ne risquons pas, et c'est tout le bien que je vous souhaite, de tomber à la rue? Parce que nous avons plusieurs capitales, comme on dit. Le capital familial, amical, financier, de formation, etc. On a des tas de richesses, de santé, etc. La personne qui finalement tombe à la rue, perd son chez-soi, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle a déjà tous ces filets de sécurité qui n'ont pas fonctionné. On est tous fragiles, mais on a tous des filets. Mais les personnes qui tombent à la rue sont donc des personnes qui n'ont plus tous ces filets. Et donc c'est mathématique, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont incroyablement plus fragiles et vulnérables que vous et moi. Si vous et moi on tombe à la rue, ça va être un grand camp scout. Pour eux, c'est des personnes qui vont donc se dégrader, se désocialiser, prendre de mauvaises habitudes à une vitesse énorme et pour les remettre en phase avec eux-mêmes, les réinstaller dans un projet de vie, faire remettre le pied à l'étrier, ça prend un temps fou. C'est ça. Donc, il faudrait, pour slogan terminal, il faudrait pas 2 nuits à la rue. Il faudrait un système où si une personne tombe à la rue, il faut trouver une solution tout de suite, pas 2 nuits. En 2 nuits, on peut déjà prendre beaucoup de mauvaises décisions dans la panique. Parce que la vie à la rue est d'une violence extrême. Merci beaucoup, Monsieur Durcel. Merci pour ces mots très enflammés et plein de visions.